C'est étonnant, non? Il est temps pour nous d'écouter la voix vengeresse de la société par l'entremise de cet entremetteur de procureur général de la République des proches françaises, la Madame Claude Dubarreau. Françaises, Français, Belges, Belges, cher Clo-Clo, Eva Darling, monsieur l'écorché vif bien parisien, amis bronzés simoniens, juifs bouddhistes, mesdames et messieurs les jurés, public chéri, mon amour. Suicidez-vous jeunes, vous profiterez de la mort. J'avoue que je ne sais pas qui est l'auteur de ce magnifique slogan publicitaire en faveur de l'autodestruction solitaire. Je me rappelle seulement l'avoir lu une nuit à la faveur d'un rayon lunaire, tracé à la bombe sanglante sur le mur glacé d'un taudis bellevillois qui attendait l'aube pour être mis à terre par quelques promoteurs frénétiques en mal de sarcellite à bubons verticaux. Suicidez-vous jeunes, vous profiterez de la mort. Qui avait bien pu pousser ce cri rouge ? J'ai tout de suite pensé à vous, Jacques Sternberg. J'ai découvert Jacques Sternberg quand j'étais étudiant, à cet âge fragile où l'on porte autant d'amour au fond du cœur que de boutons sur la tronche. Et je me rappelle une nouvelle de Sternberg où l'on voyait un petit brochet grandir soudain dans son bocal avant d'en sortir pour continuer de flotter dans l'air de la chambre en claquant de la gueule au-dessus de la tête d'un enfant triste. Aglagla. Suicidez-vous jeune, vous profiterez de la mort. Sternberg ne l'a pas fait, normal, il est lâche. Il l'avoue lui-même, ce qui prouve qu'il a le courage de sa lâcheté, qui est en tout cas moins con que le courage d'aller au front. Mais Dieu me tripote, voilà-t-il pas que ce discours sombre de plus en plus dans la sinistrose la plus sibérienne qui se puisse rencontrer à l'est d'Éden. À l'heure où je vous parle, française, français, belge, belge, je me trouve effectivement à l'est d'Éden. Pour plus de compréhension, je demanderai à ceux de nos auditeurs qui se trouveraient à l'ouest, au nord ou au sud d'Éden de se tourner par là, voir figure 1, par là, voir figure 2 ou par là. Mais alors, direz-vous, où est passée la figure 3 ? C'est une excellente question, mais je n'y répondrai qu'en présence de mon avocat, car je sens bien qu'à compter de cette minute, tout ce que je pourrais dire peut à tout moment se retourner contre moi, y compris ce poisson vorace qui nage au-dessus de ma tête dans cet air lourd et pesant, surchargé d'électricité et de parfums étranges, reniflé figure 4. Mais nous nous écartons du sujet. Et je dis halte là, car à force de nous écarter du sujet, ne courons-nous point le risque de nous trouver à Éden même ? Et je vous le demande, qu'irions-nous faire à Éden ? Y a-t-il seulement des gonzesses et des flippers à Éden ? C'est trop triste. Revenons plutôt au suicide, qui est la plus belle conquête de l'homme, tout de suite après le cheval, la femme et les diamants, qui sont tous les trois d'excellents amis de l'homme, pour peu qu'ils soient bien montés. Nous avons déjà suggéré à nos sympathiques auditeurs plusieurs moyens d'en finir avec la vie et son cortège de misère. La faim dans le monde, la peur atomique, le cancer qui gagne, Saint-Étienne qui perd, etc. Nous avons vu comment nous jeter dans le vide, voire plus bas, ou comment nous pendre, voire plus haut. Nous étudierons plus particulièrement aujourd'hui la dynamique propulsive de l'autodestruction plurinégative inhérente au suicide, à travers quelques suicidés célèbres. Qu'est-ce que la dynamique propulsive de l'autodestruction plurinégative ? Eh bien, selon Glucksmann et Lévy, qui furent les premiers à l'utiliser lors du premier symposium des nouveaux cons de la nouvelle connerie, cette expression ne veut rien dire, mais comme disait le regretté Roland Barthes, si on n'écrivait que des choses compréhensibles, on ne pourrait plus faire les préfaces des œuvres complètes de Marx et Engels. Marx et Engels, qui sont les Marius et Olive du socialisme à poil dur, pour ceux qui ne le savent pas. Alors, nous ne parlerons pas du suicide de Robert Boulin, qui est encore trop frais, ni de celui de Markovic, qui est déjà trop pourri, ni même de celui de Monterland, qui partit superbe, en giflant son gâtisme en pleine gueule, ni surtout de Bory, papillon fragile, empêché de voler par le carcan de la normalité universelle. Il y a des moments où je m'étonne. Penchons-nous plutôt du côté des suicidés comiques, comme Vatel ou Adolf Hitler, par exemple. Pour nos plus jeunes auditeurs, que préoccupe essentiellement la carrière de Plastique Bertrand et l'avenir de la vignette moto, je précise que Vatel était cuisinier dans le civil et Hitler boucher dans l'armée. Comme excuse l'expression pléonasmique boucher dans l'armée,
La seule raison d'être des militaires depuis le début de l'humanité étant de trancher dans la viande. Vatel était au service du grand Condé, son plus jeune âge. Jusqu'à sa mort, il régna en maître sur les cuisines immenses du château de Chantilly, où vivait le grand Condé gueulasse en semaine, mais le dimanche, il mettait un pourpoint propre. Un jour, le grand Condé ira recevoir le roi Louis. Attention, le grand, le 14e, celui qui faisait caca en direct à la fin du Conseil des ministres. C'était en 1671, c'est-à-dire plus de 307 ans avant la victoire de Poulidor dans Paris-Nice. Je le précise au cas où il y aurait des coureurs cyclistes à l'écoute. Et pourquoi n'y aurait-il pas des coureurs cyclistes à l'écoute? C'est pas la pédale qui rend sourd, quand même. La conscience professionnelle de Vatel et le grand respect qu'il avait de son métier ne se retrouvant plus guère de nos jours que chez certains hommes politiques qui vendraient leur mère pour plaire aux cons, ou chez quelques promoteurs efficaces qui s'usent la santé à déloger des vieux pour faire pousser des merdes. Apprenant que Louis XIV, alias Loulou l'État, lui, venait dîner à Chantilly, Vatel envoya mander à Paris par cocher express les plus beaux homards et les plus fins turbots qui se puissent trouver. Quand le roi arriva, il autorisa Vatel à lui lécher les semelles, honneur habituellement réservé à la seule noblesse d'épée. Vatel ne se sentit plus de joie. Tout en chantant son allégresse, il confectionna la plus belle mayonnaise Melba du monde avec des morceaux entiers de betterave dedans. Pas d'utilisation prolongée sans avis médical. Hélas, la marée n'arrivait pas. À 8h30 du soir, après la lecture à genoux de la Gazette royale par le gentil vassal Jean-Pierre de l'El-Kabachery, la marée n'était toujours pas à Chantilly. Alors Vatel, dégainant son épée, s'en transperça le cœur en criant « Vive le roué !» avec l'accent de Chantilly, qui est dans le 78, ou même dans le 60. En tout cas, c'est pas des gens comme nous. Dans le 80. Dans le 80, peut-être bien. Quant à Adolf Hitler, célèbre homme d'État allemand de la première moitié du XXe siècle, il n'aimait pas beaucoup les 78 non plus. Aujourd'hui encore, dans certains milieux intellectuels judéo-plutocratiques ou plus ou moins manipulés par les francs-maçons, on le taxe parfois de racisme. Pourtant, il était très correct, il aimait beaucoup les chiens et il embrassait les petites filles à bouquet en disant « Laissez venir à moi les petits-enfants ». Non, pas celui-là, le blond, là, avec les yeux bleus. Tu viens, chérie? Adolf Hitler s'est donné la mort dans sa cave le 30 avril 1945 parce qu'il ne voulait pas faire le circuit de Nuremberg. Au même moment, les Russes arrivaient dans Berlin. Des fois, quand ils traversent la Pologne, c'est plus fort que lui, ils ne peuvent pas freiner. Donc Starnberg est coupable, qu'on le jette au brochet. C'est étonnant, non?